Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après un mois d'absence, etc. Mais bon, c'est l'été, vous me pardonnerez. Et aujourd'hui, je suis de retour avec Karine Madrigal, avec laquelle je me suis entretenue. Elle a fait des études d'égyptologie et depuis 2010, elle est chargée de l'étude et de l'inventaire du fonds Champollion. Et elle va nous parler, je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, ou deux vidéos je pense, des frères Champollion aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager. C'est parti, on écoute. Bonjour Karine. Bonjour Laetitia. Merci de venir participer à cette chaîne. Tu vas nous parler aujourd'hui des frères Champollion. Est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer pourquoi est-ce que tu as commencé à travailler sur ce sujet ? Alors, en fait, la petite histoire est assez drôle. Je ne m'étais pas du tout orientée pour travailler sur les frères Champollion. Il se trouve que on m'a mis sur cette voie alors que je ne m'y attendais pas du tout. À l'époque, donc c'était en 2008-2009, je travaillais donc au musée des Confluences à Lyon et donc sur la collection égyptienne. Et j'ai eu la chance de travailler avec le professeur Goyon. Donc sur cette collection. Et le professeur Goyon, entre deux examens d'objets égyptiens, me parle d'un projet d'étude sur Grenoble qui pourrait éventuellement m'intéresser. Et donc il me parle de ce projet d'étude des archives des frères Champollion. Donc j'ai trouvé l'idée très séduisante et donc je me suis lancée dans l'aventure. Il m'avait prévenu que ce serait une bonne partie de ma vie, puisque il m'avait annoncé que ça durerait une dizaine d'années. Je n'ai pas du tout cru, je me suis dit oh, ça a duré 2-3 ans. Ben, il se trouve qu'on en est déjà à 10 ans, puisque j'ai commencé en juillet 2010, et donc et je n'ai toujours pas terminé. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ces archives Champollion à Grenoble. Alors, on entend toujours parler du fameux, mais qu'en est-il de son frère? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas travaillé davantage sur les frères ensemble? Alors, on parle des frères Champollion parce que, et j'y tiens absolument, à chaque fois je parle toujours des deux Champollion, parce que donc le déchiffreur que nous connaissons tous, Jean-François Champollion, avait un grand frère, il était de 12 ans son aîné, qui a été aussi son mentor. Et pour reprendre une phrase de Jean-François Champollion, disant à son frère, nous ne faisons qu'un, nous ne ferons jamais deux personnes, nous sommes un tout. Et effectivement, même et surtout dans la grande aventure du déchiffrement des hiéroglyphes, c'est un véritable tandem. Ce n'est pas que Jean-François Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes, mais il a été beaucoup aidé, poussé par son frère aîné. La dernière marche, il l'a sauté toute seule, mais par contre, tout le reste, il a bénéficié du réseau de son frère, du réseau politique et intellectuel, de l'aide de son frère. Donc c'est vraiment un tandem et il faut vraiment parler des frères Champollion. En plus, les archives Champollion sur lesquelles j'ai la chance de travailler ne sont pas les archives du déchiffreur, mais les archives de son grand frère, donc les archives de Jacques-Joseph Champollion-Figeac. Et comment ça se fait que lui, il est un petit peu sorti des esprits, en fait, si je puis dire? Alors, il est sorti des esprits, oui et non, parce que dès qu'on commence un petit peu à s'attaquer à Champollion, quand on fait un sondage, quand on en parle aux gens autour de nous, ils ont vaguement entendu parler que le déchiffreur avait un grand frère. Mais par contre, même si on ne l'a pas occulté, on a un petit peu mis de côté l'importance qu'il a pu avoir dans le rôle qu'il a pu jouer dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Après, Jacques-Joseph est quelqu'un, je les appelle par leur prénom, hein, depuis 10 ans que je les côtoie, je les appelle par leur prénom. Jacques-Joseph est quelqu'un qui n'a pas du tout été effacé par son frère, contrairement à d'autres grandes figures. Il y avait toujours un personnage de l'ombre et dont on entend très peu parler, une épouse, un frère, enfin voilà, une muse. Jacques-Joseph, il faut savoir qu'il a eu une carrière fabuleuse, puisqu'il a quand même été conservateur à ce qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France. Il a fini conservateur de Fontainebleau. Donc il a fait une très très belle carrière aussi. Il n'a pas vécu dans l'ombre de son frère, mais leur centre d'intérêt
intellectuels se sont rejoints très très rapidement. Lui était un helléniste, il s'est intéressé très rapidement à l'Égypte, mais pour les textes grecs. Et puis très rapidement, on va dire qu'il a mis aussi sur la voie son jeune frère pour le lancer sur le déchiffrement des hiéroglyphes. Et du coup, tu te concentres sur quoi en ce moment? À quoi ça ressemble ton travail? Alors, mon travail consiste en différentes parties. J'ai quasiment consacré les 10 années qui sont derrière moi à faire l'inventaire, surtout, et un peu l'étude, mais surtout l'inventaire de ces archives. Alors, pour vous donner un petit chiffre, parce que comme ça on voit bien, il y a 60 volumes d'archives, ce qui correspond à 12 000 documents. Donc, j'ai inventorié un à un. Donc, c'est long, ça prend du temps, c'est pas toujours très rigolo. Et sur ces 12 000 documents, il y a plus de 8 000 lettres. Alors, je ne les ai pas toutes retranscrites, faut pas exagérer. Mais ces 8 000 lettres sont celles, dans le tas, des lettres du déchiffreur à son frère. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est ce que j'ai dit il y a un instant, c'est que les archives sont celles de Jacques-Joseph, celles du frère aîné. Et ce qui est intéressant dans l'étude de ce fonds, c'est qu'on voit tous les correspondants qu'il avait, et ils étaient nombreux, puisque j'en ai dénombré 1500. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et dans ces correspondants, bien sûr, il y avait son frère. Et donc, c'est passionnant de lire la correspondance entre les deux frères, puisqu'on suit pas à pas les recherches du cadet sur le déchiffrement des hiéroglyphes, les textes qu'il va étudier, la masse de documents qu'il va compiler, comment Jacques-Joseph va l'épauler, va aussi activer son réseau pour l'aider à trouver des documents. Donc voilà. Donc il y a une partie du travail qui a été l'inventaire, parce que ces archives sont connues des savants, sont connues des historiens, des égyptologues. Par contre, il n'y a jamais eu d'inventaire strict sur ces documents. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant que l'inventaire est terminé, on passe vraiment à la phase étude. Et voilà. Alors, j'ai eu plusieurs angles d'attaque, parce que je peux pas tout faire non plus. Bien sûr, qui pourrait. Voilà. Je pense qu'une vie ne suffirait pas. Et puis, je ne suis pas historienne, je suis égyptologue, je suis pas historienne. Donc, on va dire que la partie historique, je la laisse aux historiens. Je me concentre sur la partie égyptologique. Et par exemple, à l'heure actuelle, je travaille beaucoup sur la correspondance des frères Champollion avec François Artaud, qui était conservateur du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc voilà, on voit comment s'est constituée la collection égyptienne, les rapports qu'ils pouvaient avoir. Et puis, je travaille en parallèle aussi sur la correspondance entre les deux frères. Donc, on voit vraiment pas à pas comment se met en place la recherche. Donc, c'est toute une aventure. Je vis avec les deux frères depuis plusieurs années. Et est-ce que tu as des anecdotes ou des choses qui t'ont profondément marqué durant cette recherche, des choses que tu as... Ce que je trouve assez intéressant, parce que j'entre dans leur vie. Alors, je n'ai pas d'infos croustillantes. Par contre, ce que je trouve très sympathique, c'est que on remet l'homme dans cette aventure, au centre de cette aventure. On a tendance à parler de ce génie et on a l'impression qu'il n'a jamais douté, qu'il n'a jamais eu envie de changer de voie, de carrière. Et là, au travers de la correspondance, on remet l'homme au milieu de tout ça. Et oui, comme tout le monde, il a eu des doutes. Pendant très longtemps, ça a été un étudiant fauché. Donc, voilà, c'était une problématique. Une très belle anecdote que j'adore, c'est que à un moment il en avait marre d'être fauché, prof, il ne gagnait rien, et puis il avait une idée derrière la tête, il voulait épouser celle qui deviendra sa femme par la suite, donc Rosine Blanc. Et le papa de Rosine Blanc ne voyait pas vraiment d'un bon œil ce mariage, puisqu'il voulait que sa fille épouse un gantier ou un notaire, puisque il avait décidé que c'était les deux
les deux activités les plus honorables, et professeur n'en faisait pas partie. Et donc, il y a une très belle lettre donc, du cadet à son frère aîné, où il lui dit « Changement de carrière, j'en ai marre d'être professeur fauché, j'embrasse la carrière de notaire ». Et donc, il déroule toute son idée à son frère, il lui fait tout l'argumentaire pour changer de carrière. Il finit par dire que le papa blanc sera plus disposé à marier sa fille. Et j'aurais bien voulu, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas la lettre de retour de son frère. Ah. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une lettre où, à l'époque, ils n'habitaient pas très loin l'un de l'autre. Donc, je ne sais pas s'il lui a envoyé une lettre ou s'il s'est contenté de traverser la rue et d'aller passer un savon à son frère. En tout cas, les lettres suivantes, il était revenu à ses chères études égyptologiques et il ne parlait plus d'embrasser la carrière de notaire. Donc, mais il a quand même épousé. Et il a tout de même épousé Rosine Blanc contre les avis de tout le monde. Mais voilà, il a quand même fini par l'épouser. Donc, comme quoi, hein, même le plus grand génie peut avoir des doutes par moment. Le plus grand génie est un homme. Et donc, elles viennent d'où ces archives? Comment on les trouve? Alors, ces archives, donc comme je le disais, ce sont les archives de Jacques Joseph, du frère aîné. Il se trouve qu'à côté de Grenoble, donc les frères Champollion ne sont pas grenoblois de naissance, mais grenoblois de cœur, puisqu'ils sont nés dans le Lot à Figeac. Et assez rapidement, en fait, la famille Champollion est originaire du Dauphiné. Pour diverses raisons, le père des Champollion est parti dans le Lot s'installer. Les frères Champollion sont nés à Figeac, donc dans le Lot. Et puis, très rapidement, ils sont revenus à Grenoble pour pouvoir travailler. Voilà. Et donc, à côté de Grenoble, à une trentaine de kilomètres, se trouve la ville de Vif. Et il se trouve qu'à Vif, il y a ce que nous appelons la maison familiale des Champollion, qui, dans quelques semaines, va ouvrir ses portes en tant que musée Champollion. Et il se trouve que cette maison était celle de la famille Beria, et Jacques-Joseph, donc le frère aîné des Champollion, va épouser Zoé Beria. Bon. Cette maison, elle va rester dans la famille pendant très 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 longtemps, jusqu'en 2001. C'est-à-dire que les descendants de Jacques-Joseph et de Zoé Beria vont conserver cette maison et ils vont faire vraiment un lieu de patrimoine et ils vont notamment conserver des archives qui avaient été, donc, c'est-à-dire tous ces papiers que Jacques-Joseph avait gardés. Eh bien, son fils qui était chartiste d'ailleurs, ça aide, va compiler ces documents. Il va les mettre sous forme de volumes, donc 60 volumes. Et de génération en génération, ces documents vont rester dans la famille jusqu'en 2001. Et en 2001, une des descendantes va vendre la maison ainsi que le mobilier et les archives au département de l'Isère. Comme projet d'en faire un lieu de mémoire autour des Champollion et autour de l'égyptologie. Et donc, ces archives sont parties aux archives départementales de l'Isère. Donc, aujourd'hui, elles sont des archives privées, mais elles sont dans le domaine public. Et donc, c'est par ce biais-là, on a fait un partenariat avec le département pour que je puisse travailler et étudier ces archives. Voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à travailler là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui viennent d'ailleurs? Parce que je suppose qu'il y a du... non, c'est-à-dire qu'ils viennent d'ailleurs. C'est-à-dire des correspondances qu'il aurait fait avec des personnes extérieures dont on aurait retrouvé les... Correspondance entre les deux frères, ça fait à peu près 700 lettres, mais on n'arrive pas jusqu'aux 8000 et quelques lettres qu'on a, voilà. Et donc, ce qui est assez passionnant, c'est que, il y a la correspondance entre les deux frères qui nous montre vraiment ce lien particulier qu'ils avaient, mais les autres correspondances, les autres lettres sont extrêmement intéressantes parce qu'on voit que ils étaient en contact avec tout le réseau savant, alors pas que égyptologique, hein, tout le réseau savant de l'époque, qu'il soit français ou étranger. Il y a des Italiens, on a des Allemands, des Anglais. Donc vraiment, il y a tout ce réseau qui est mis en place, savants, intellectuels et politiques aussi, hein, parce que les deux se tiennent.
Et ça nous donne énormément d'informations sur ce 19e siècle, voilà, sur la recherche au 19e siècle. On a aussi on est quand même dans une période, le début du 19e siècle, c'est une période qui bouge beaucoup d'un point de vue historique, et notamment Grenoble n'est pas en reste puisque ça bouge énormément. Et pour un historien, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de Grenoble dans ces années, c'est très intéressant parce que voilà, on a pléthore de détails dans les lettres. Donc on a plusieurs degrés. En fait, on a vraiment tout ce qui concerne l'égyptologie. On a beaucoup d'informations, mais pas que. Par exemple, ils ont une grosse correspondance, parce que c'était un de leurs amis d'enfance d'ailleurs, avec Louis Vicat. Donc Vicat, c'est l'inventeur du ciment artificiel. Et on a, je sais pas, une centaine de lettres de correspondance avec Louis Vicat qui raconte toutes ses recherches pour arriver au ciment artificiel. Voilà. On a, dans le domaine de l'égyptologie, on a, alors ça c'est après la mort de Jean-François, on a Émile Prisdavenne qui envoie de nombreux courriers à Jacques Joseph parce que il lui dit que il a un projet, il a envie de démonter la chambre des ancêtres de Karnak, et donc il lui demande son appui. Et il lui explique, mais jour par jour et heure par heure, comment il a démonté la chambre des ancêtres, discrètement, comment il a mis les blocs dans les caisses, comment il a acheminé les blocs jusqu'à Alexandrie, et comment les blocs sont arrivés après à Paris. Voilà, toute l'épopée de la chambre des ancêtres de Karnak, eh bien on l'a dans la correspondance entre Émile Prisdavenne et Jacques Joseph. Et donc, il y a plein de petites perles comme ça dans les archives qui sont passionnantes et que petit à petit, j'essaye de faire sortir et de faire connaître. Prisdavenne a cette idée de démonter la chambre des ancêtres, qu'il va faire complètement illégalement, bien évidemment, sans l'accord des autorités égyptiennes. Et pour cela, il est obligé d'avoir une équipe, de faire ça discrètement la nuit. Donc, il explique tout ça à Jacques Joseph dans ses lettres, que voilà, ils ont démonté les blocs, qu'il les a fait mettre dans des caisses et donc acheminer les blocs jusqu'à Alexandrie pour, à partir d'Alexandrie, essayer de les faire aller jusqu'en France. Bien sûr, magnifiquement, ils se sont fait stopper à Alexandrie et il a fallu que Jacques Joseph intervienne auprès des autorités françaises pour débloquer la situation. C'était assez rigolo parce que bon, c'était un peu du style... Oui, bon, on a fait ça illégalement, on s'est fait attraper. Bon, ça va, maintenant, c'est fait. Autorisez-nous à sortir les blocs. Donc, voilà. Et donc, la chambre des ancêtres est arrivée jusqu'à Paris, jusqu'aujourd'hui, puisqu'elle est au musée du Louvre. Et c'est vrai que cette aventure, on la connaissait dans le domaine de l'égyptologie. Mais le problème, c'est qu'on n'avait jamais de date précise, d'une publication à l'autre. Il y avait jamais la même information. Là, l'avantage, c'est que c'est Prisdavenne qui nous donne les infos. Donc, on sait date par date, heure par heure. Là, il y a plus il y a plus d'équivoque. Voilà. Donc, ça n'a pas révolutionné, la science. Mais par contre, ça a permis d'ajuster certaines informations. C'est exactement pareil avec la correspondance entre les deux frères Champollion. Ça ne révolutionne pas la science. On découvre pas des choses extraordinaire sur le déchiffrement des hiéroglyphes, mais ça permet de revoir un peu la position de l'aîné par rapport au cadet, de l'aîné dans cette grande aventure, et puis d'avoir quelques précisions sur certains éléments. Et est-ce que tu as un préféré? Non, j'aime bien les deux. Comme pour les enfants, on peut pas demander de choisir. Non, on peut pas me demander. Voilà, ce sont mes deux grands enfants. On peut pas me demander de choisir. Je vois par contre, comme quand on a des enfants, je vois Jean-François grandir au cours du temps. C'est-à-dire que souvent, quand on fait son portrait, on dit que c'était quelqu'un d'impétueux, d'impulsif, etc. Mais quand on parle de lui, quand on parle de cela, c'est un gamin de 16-18 ans. Donc voilà, oui. Et au fil du temps, d'ailleurs par le biais de son frère, il apprend
à ne plus aller frontalement. Enfin, il prend, comme on dit aujourd'hui, il prend un peu de la bouteille et il apprend à mettre de l'eau dans son vin, à ne pas y aller frontalement, à être un peu plus subtil, à faire un peu plus de politique. Et il comprend que du coup, ça, on arrive mieux à ses fins. Et voilà. Et je vois que son caractère, qui reste le même, mais il évolue dans sa façon de faire au cours du temps. Et ça, en fait, il l'apprend de son frère qui lui dit dans les lettres d'être un petit peu moins intransigeant, de faire un peu plus de politique. Voilà. Et d'essayer de pas se mettre tout le monde scientifique de l'époque à dos parce qu'il a la critique très très facile. Ouais. Oui, avec ses aînés. Quand on regarde les lettres à son frère, tout le monde y passe, que ce soit les conservateurs de la BNF, que ce soit les professeurs de l'école des langues orientales, le Collège de France, tout le monde y passe. Vraiment, il est un peu sans pitié pour ses aînés. Il n'y en a pas beaucoup qui ont grâce à ses yeux, mais voilà. Mais après, il apprend quand même que vaut mieux les avoir comme amis que comme ennemis, donc met un peu d'eau dans son vin. Voilà. J'ai trouvé des documents aussi sur donc on parle de l'obélisque de la Concorde que donc Champollion avait repéré et donc même si c'est lui qui l'avait repéré en Égypte dans les années 1828-29, le projet s'est fait après. Et par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que dans les cales du bateau qui transportait l'obélisque, eh bien, se trouvait un autre petit objet qui est le sarcophage de la divine adoratrice Ornes Neferibre, qui est au British Museum. Voilà. Donc, et les péripéties de ce sarcophage. Donc, voilà, ce sont des petites choses sur lesquelles je ne pensais pas tomber et qui sont des pépites. Et voilà, c'est super intéressant. Là, donc, je finalise la publication. Donc, j'ai déjà fait quelques publications. Je finalise la publication de la correspondance entre les deux frères et entre les deux frères Champollion et François Artaud. Donc voilà. Et donc là, j'ai attaqué vraiment l'étude de la correspondance des deux frères. Donc j'ai coupé en 3. Donc je suis dans la première partie. Et donc oui, j'espère que ça pourra continuer pour me permettre justement de publier cette masse de documents.